Wall Street, le marché action américain est aussi cher que fin 2021. La valorisation de la tech atteint des sommets. Alors, qu'en est-il du marché action américain? Et surtout, faut-il arbitrer, d'un point de vue relatif, pas tout son portefeuille, mais en partie, en faveur du marché action chinois et du marché action européen? Point complet. Avertissement légal, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver, nouvelle édition du Top Gun. D'ailleurs, dernier Top Gun avant mes petites vacances. Je prendrai une semaine de pause, la semaine du 7 août, et je reviendrai avec plein de nouvelles idées sur le marché des idées bien fraîches. Dans cette nouvelle édition du Top Gun. Alors, j'essaie de me relire, j'arrive pas à me relire. Ben oui, vous savez, on dit que souvent les médecins écrivent mal. Mon papa à la retraite, ma mère aussi à la retraite, sont des médecins et m'ont transmis la mauvaise écriture. Moi, bien sûr, je ne fais pas de diagnostic médical, je fais du diagnostic technique. Donc j'écris mal aussi. Allez, première partie. Bon. La semaine dernière, c'était la semaine de la mort sur le plan des fondamentaux, vous l'avez suivi comme moi. Je vous en fais pas une synthèse, simplement je préfère faire un focus sur la Fed. Première partie, y a-t-il encore un tout petit, y a-t-il un minuscule espoir de voir la Fed baisser ses taux, en tout cas reprendre la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux le mercredi 17 septembre? Ou va-t-il falloir attendre octobre? Ou va-t-il falloir attendre décembre? Ou va-t-il falloir attendre 2026? Ça fait peur. Deuxième partie, S&P 500 Tech US. Vraiment, en termes de valo, les gars, c'est super cher. Je me permets cette expression un peu familière. Nous sommes proches maintenant. Non mais réellement, rappelez-vous, hein, c'est toujours dit que rejoindre la valorisation de fin 2021, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. La tech, elle explose même tous ses records de valo. Alors certes, la tech fait les bénéfices. Mais en même temps, vous avez un price earning de Shiller quasiment à 70 sur les valeurs de la tech US. Le S&P 500, il est à 39. Bon. Il faut que je fasse un point là-dessus. Et alors, les résultats du Q2 sont bons, hein, d'accord? Donc, ça délivre. Ça délivre. Enfin, la tech délivre, d'accord? Vous l'avez vu la semaine dernière avec Microsoft et Meta, notamment. Troisième partie, les tarifs douaniers. Alors, avec la Chine, ça négocie encore. La date limite, c'est le 12 août. Mais on commence à avoir un certain nombre d'accords commerciaux. Avec ces accords commerciaux, on a donc le droit de douane, les droits de douane qui s'appliquent. On peut commencer à faire une moyenne. Grosso modo, vous avez compris qu'on est beaucoup plus autour des 15-20% que des 50-60% tant craint en avril. Donc on commence à avoir de la visibilité. D'ailleurs, c'est ce que veut Jérôme Powell. S'il ne baisse pas les taux, Jérôme Powell, et s'il s'attire les foudres de Donald Trump, c'est parce qu'il estime qu'il va falloir encore du temps pour mesurer l'impact des tarifs douaniers sur le PCE. Le corps PCE, c'est ce qu'il regarde. La Fed, le boulot des économistes de la Fed, c'est de travailler une seule métrique, une seule courbe, le corps PCE. Imaginez si vous étiez monotâche comme les économistes de la Fed. Boum. J'exagère presque, bien sûr qu'il n'y a pas que ça, mais c'est sur leur ordinateur, il y a toujours le graphique du corps PCE. C'est leur boussole, quoi. Et c'est vrai que maintenant qu'on a une visibilité sur à peu près les droits de douane qui vont s'appliquer en moyenne, hein, vous avez l'accord avec le Japon, l'accord avec l'UE, l'accord avec la Corée du Sud, etc., le Royaume-Uni, etc., puis plein d'autres pays, on arrive à se projeter sur le corps PCE. Et c'est vrai que ça le maintient au-dessus de la cible de la Fed. Provisoirement peut-être, mais voilà. Quatrième partie, le cœur de la vidéo, d'un point de vue fondamental, y a-t-il un intérêt à arbitrer une partie de son portefeuille en défaveur de Wall Street et en faveur de l'Europe et de la Chine? Et enfin, cinquième partie, après avoir vu les fondamentaux, je vous fais un tour d'horizon technique, pas que des US cette fois-ci, tour d'horizon technique de plusieurs indices boursiers américains, pas que le S&P 500, on va regarder les small, les mid, le S&P 500 EQ pondéré, donc, et vous allez voir, et la tech. Ensuite, on regarde aussi les indices européens et les indices chinois, forcément. Si c'est intéressant d'y aller sur le plan fondamental, il faut aussi que l'analyse technique valide. C'est parti. Partie en attaque. Les États-Unis aussi chers, enfin Wall Street, le marché action américain, aussi cher que fin 2021, faut-il privilégier la Chine et l'Europe?
Nous attaquons le plan, je vous l'ai donné dans l'introduction, donc je l'affiche ici à nouveau. Attendez, je me réduis un peu parce que là on voit trop ma grosse tête. Elle est pas si grosse que ça, c'est la caméra qui fait ça. Bref, bon, vous savez, dans la vie, les amis, il n'y a pas que le physique qui compte, hein, heureusement. Alors, bon, les 5 parties sont sous vos yeux. Si jamais l'une d'entre elles ne vous intéresse pas, vous avez la barre de temps qui vous permet d'aller directement à celle qui vous intéresse. Moi, je me dis, vous êtes probablement en vacances, tranquillement, laissez la vidéo tourner, même ne regardez pas l'écran, laissez juste le son, faites-vous bercer par mes mots doux concernant la bourse. Et commençons donc par quelqu'un qui n'a pas été très doux. La semaine dernière, monsieur Jérôme Powell, qui s'agrippe régulièrement d'ailleurs avec Donald Trump, et qui n'a pas peur de lui. Monsieur Jérôme Powell a complètement douché, il a détruit, cassé en deux, la probabilité d'une baisse de taux de la Fed en septembre. Il ne lâche rien. D'ailleurs, récemment, lors de la visite de Donald Trump de la Fed, concernant les travaux d'extension, de rénovation de la Fed, ils se sont accrochés et on voit que Jérôme Powell n'a pas peur. Il restera, sauf surprise, au bout de son mandat. Il ne lâche rien, ne fait même pas d'ouverture sur une baisse de taux, donc il n'est pas impressionné. D'ailleurs, la semaine dernière, au sein des 12 membres votants du FOMC, 10 ont voté contre une baisse de taux, 2 pour, 2, bien sûr, les 2 membres du FOMC nommés par Trump récemment. En réalité, quelles sont donc les conséquences? Alors, la semaine dernière, vous avez une décision de politique monétaire. Regardez les conséquences, elles sont sous vos yeux. Je vais directement vous montrer ça sur le site. Vous avez sous vos yeux la probabilité d'action de la Fed, en tenant compte ici à la fois des anticipations des membres votants de la Fed et celle de la haute finance. La probabilité que la Fed baisse ses taux en septembre est tombée à 43%, donc il y a plus de 57% qu'elle les maintienne. Par contre, effectivement, au stade actuel, avec les anticipations annoncées il y a quelques semaines par la Fed, et en plus de la décision de politique monétaire la semaine dernière, le marché se projette quand même avec une bonne probabilité sur la réunion d'octobre. Alors, est-ce pour autant complètement fichu pour le mois de septembre? Non et archi non. C'est bien ce qu'explique Jérôme Powell. Non et archi non, tout simplement parce que d'ici la décision de politique monétaire du 17 septembre, il reste 2 rapports d'inflation CPI, un rapport PCE et un rapport NFP. Et vous avez bien compris que la moindre statistique qui permettrait de passer la baisse de taux, ça peut être l'emploi ou l'inflation, ça peut être un CPI, si vous voulez. À partir là, donc, vous avez déjà les droits de douane qui s'appliquent depuis avril. Là, maintenant, vous avez les accords commerciaux, donc les nouveaux droits de douane s'appliquent depuis le mois d'août. Il va falloir attendre les chiffres de septembre pour voir s'il y a véritablement un impact. Mais en même temps, il y avait déjà le droit de douane universel de 10%. Donc, si la Fed devait pivoter en septembre, ce ne sera pas l'inflation. Il faudra plus de temps pour que la Fed, en fait, c'est ce qu'a dit Jérôme Powell la semaine dernière. Ils attendent de voir les chiffres de septembre-octobre. Rappelez-vous, septembre c'est publié en octobre, octobre c'est publié en novembre. Donc, pour que la Fed baisse ses taux en septembre, l'unique possibilité, alors c'est soit un choc de marché, soit l'emploi. Et donc, le rapport NFP qui reste, qui sera donc le rapport NFP du début du mois de septembre. Bien sûr qu'il y a d'autres statistiques de l'emploi, mais la moindre inquiétude, si vous voulez, sur l'emploi, peut rendre tout à fait crédible une baisse de taux en septembre. Alors, une dégradation de l'emploi sous contrôle, hein, parce que si c'est hors de contrôle, le S&P 500, dans un premier temps, ne va pas apprécier. Alors, est-ce qu'il est crédible d'avoir encore cette baisse de taux en septembre? Oui, pour le moment, le marché ne l'exclut pas. Si vous prenez par exemple le rendement obligataire américain à 2 ans, qui est considéré comme le taux d'intérêt qui anticipe le mieux celui que la Fed, on se maintient sous la moyenne mobile à 200 jours. Il y a toujours ici une espèce de structure de retournement. Le taux obligataire se maintient sous le nuage du système Ishimoku. Donc, fondamentalement, les choses n'ont pas changé. Et si la probabilité d'une baisse de taux en septembre a chuté, elle n'est pas pour autant réduite à 0. D'où l'importance des prochains chiffres. Mais en tout cas, ce qui est certain,
c'est que Jérôme Powell n'est pas impressionné par Donald Trump, et c'est que tant qu'il sera aux commandes de la Fed, il continuera d'avoir de l'influence sur les autres membres votants, et en particulier, ils ont besoin de temps. Et ça, c'est ça que n'aime pas l'administration Trump. Enfin, en tout cas, Donald Trump. Quand vous écoutez Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, lui, voilà, ne cherche pas du tout à secouer Jérôme Powell. De temps pour voir, constater que les entreprises US ne vont pas répercuter sur les prix, 100% sur les prix, les droits de douane, qui, là cette fois-ci, les accords commerciaux, la plupart d'entre eux sont signés, hein, Japon, Union Européenne, Corée du Sud, etc., Royaume-Uni. Donc, on va voir maintenant ce qui se passe. On va voir. Bon, en tout cas, la probabilité d'une baisse de taux en septembre a fortement chuté. Alors, bien sûr, d'ici là, on peut avoir de bonnes surprises sur l'inflation CPI. Non, mais attendez, le Trueflation intègre depuis le mois d'avril les droits de douane, au moins ceux qui étaient mis en place. C'est complètement flat. Il ne se passe rien dans les prix en temps réel. On a une inflation qui est toujours de 2%. Lorsque vous regardez même le corps PCE, le corps PCE certes ne baisse pas, mais il est plat. Il est plat. Alors, un étage au-dessus de ce que veut la Fed, mais il est plat. Lorsque vous regardez l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, le PCE, le corps PCE, c'est ça que regarde là. Le boulot de la Fed, c'est ça. Donc, le boulot d'un mec de la Fed, d'un économiste de la Fed, il arrive le matin, il lance ce graphique et il peut aller à la pause déjeuner. Il a bossé. L'objectif, par contre, ce graphique, c'est pas de l'afficher. C'est de ce pâté-là, c'est de le faire descendre à ce niveau-là. Il manque plus qu'un étage. Il manque plus qu'un étage. Alors, il est possible qu'une fois les droits de douane absorbés, cet étage soit qu'on descende d'un étage. Enfin voilà. S&P 500 aussi cher que fin 2021, ce qui commence un peu à profiter au marché obligataire. Alors déjà, première chose, les résultats des entreprises américaines au Q2 sont tout à fait satisfaisants. Je vous ai mis ici les données qui viennent de FactSet, où on a un taux de marge qui se maintient à un niveau élevé. Donc non, ça délivre encore. Ça délivre, et notamment ça délivre sur les stars de la tech. Vraiment, les valeurs de la tech continuent de délivrer, et vous n'êtes pas sans savoir que dans le S&P 500, vous avez cette infographie là qui est pas mal. Je vous rappelle le poids des 500, du top 10, donc des 10 premières sur les 500, qui représentent à elles seules 40% du calcul du S&P 500. Et tout ce beau monde là, ça délivre. Donc tant que tout ça délivre, en fait, c'est ce qui permet au S&P 500 de se maintenir. Et le jour où le S&P 500 va rentrer dans une vraie phase de prise de profit, c'est lorsque vous aurez des prises de profit sur toutes ces valeurs. Mais donc oui, effectivement, les résultats sont pas mal, mais voilà, il commence à y avoir un sacré hic, et ça j'insiste, ça fait longtemps que je le voyais venir. Nous avons rejoint et même dépassé le record de valorisation de l'année 2021. Et pourquoi c'est important? Rappelez-vous ce qui s'était passé. Nous avons en fait rejoint ce niveau de valorisation-là. Donc là, nous sommes beaucoup plus haut. Donc au passage, je suis très content puisque cette cible technique que je vous propose de longue date a été faite. Là, je suis vraiment content pour le coup de l'analyse technique que je vous propose depuis quelques semaines, qui n'est pas trop dans l'erreur. Et j'avais une cible, un 0,68 d'extension pour la vague 5, 0,68 du bas de la 1, au top de la 3, reporté au bas de la 4. Guys, ça a été fait. Voilà, là, j'ai pas eu tort. Vous allez pouvoir dire, ça y est, enfin, il a raison. Bon, bref. Donc, mais ce que je veux vous dire, en termes de valo, on est là. C'est pour ça que il faut se poser la question. En termes de valorisation, nous sommes revenus à ce niveau. D'accord. Les graphiques, j'en parlerai tout à l'heure. Nous sommes revenus à ce niveau. Vous avez tout d'abord donc le price earning de Shiller, cap ratio, donc le prix du marché sur la moyenne des bénéfices des 10 dernières années retraités de l'inflation. Vous voyez, le record de fin 2021. On est dessus. Alors, le marché, d'accord, est déjà allé plus haut au moment de la bulle spéculative dot-com du début du siècle. Vous comprenez, derrière la cible, c'est ça. Là, c'est une bulle spéculative, donc on s'interroge. Déjà, le fait de retrouver ici les niveaux de fin 2021, et puis il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça.
Regardez la valorisation de la tech. Le PE Schiller de la tech est à 63. Le PE Schiller de la tech est à 63. Prenez la valorisation de la tech, nouveau record historique. Nouveau, et ça monte en ligne droite. Regardez ici le PE Schiller des valeurs de la tech. Et je vous rappelle que ces valeurs de la tech, le top 10 ici du S&P 500, sont des valeurs de la tech, en grande partie, c'est à L10, 40% du calcul du S&P 500. Et vous allez voir tout à l'heure, on va regarder plein d'autres indices, notamment les small caps, le S&P, le Dow, etc. Et vous allez voir qu'en fait, à part les valeurs de la tech, le reste n'est pas du tout en survalorisation. D'ailleurs, prenez le PE Schiller d'un certain nombre de secteurs, on n'est pas du tout en survalorisation. Donc en fait, le souci est là. Vous avez effectivement un S&P 500 qui est aussi cher que fin 2021, voire plus, mais c'est la faute à la tech. Mais en même temps, ce sont les valeurs de la tech qui produisent les bénéfices. Mais le reste, il y a du potentiel. Donc finalement, à un moment ou à un autre, peut-être que les autres secteurs vont prendre le relais, mais vous n'allez pas voir ça sur le S&P 500, mais plutôt sur le Russell 2000, sur le Dow Jones, sur le S&P 500 équipondéré, etc. Mais c'est pour ça qu'il peut rester finalement un peu d'upside. Puis bon, déjà, moi, si le S&P 500 a fait l'une de mes cibles majeures, je ne dis pas que le top est fait. Hein. Je pense qu'on ira plus haut d'ici la fin d'année, bien sûr. Donc voilà, il faut avoir conscience que... Ah oui, puis regardez, juste à titre informatif, Nvidia, j'aime bien cette page. Sur CoinGlass, elle compare en fait les market cap d'un certain nombre de marchés, en mettant donc l'or, la première market cap, 22 000 milliards de dollars. Nvidia est à 4 000 milliards de dollars. Vous savez que 4 000 milliards de dollars, c'est le PIB de l'Allemagne. Bitcoin est à 2 000 milliards de dollars. Vous avez Ethereum qui est à 466 millions de dollars, etc. J'aime bien cette page parce qu'elle mélange tout, les actions, les matières premières, les cryptos. Mais c'est énorme, 4 000 milliards de dollars. Donc, vous voyez, Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, c'est ça. Lorsqu'on dit que le S&P 500 a rejoint son niveau de valorisation de fin 2021, c'est en raison de ces valeurs. Mais en même temps, ces valeurs font les bénéfices. Donc peut-être que le S&P 500 est cher, mais que c'est justifié sur le plan des fondamentaux. Si c'est justifié, il faut rester positionné dans le sens de la tendance haussière de fond. Et attention, si là je fais une vidéo en disant on est aussi cher que fin 2021, je dis pas vendez comme fin 2021. No way, hors de question. Ce n'est pas mon discours. Fin 2021, tout était survalorisé. Tous les secteurs étaient dans l'excès. Là, c'est que le secteur de la tech. Et donc, ça crée quasiment, ça donne l'impression que tout est cher, mais en fait, le S&P, mais c'est uniquement parce que ce top 10 fait 40% du calcul du S&P 500. Est-ce que vous suivez mon raisonnement? Donc en fait, vraiment, le marché n'est pas si cher que ça si vous enlevez la tech. Il est très cher avec la tech, mais la tech fait des bénéfices. Donc, ça justifie peut-être. Donc, la situation, même si on est aussi cher que fin 2021, est complètement différente. D'accord? Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on va avoir le bear market de 2022. Do you copy me, guys? Donc, alors ensuite, oui, nous avons, alors ça c'est comment dire, c'est la grande inquiétude de Jérôme Powell. Jérôme Powell dit qu'il a besoin de temps, ce qui énerve fondamentalement, profondément Donald Trump. D'autant pour voir si les tarifs douaniers vont avoir un impact sur l'inflation PCE core, sous-jacente. Maintenant, nous avons une visibilité sur les tarifs douaniers en grande partie. Ça négocie encore avec la Chine, mais nous avons la plupart des partenaires commerciaux des États-Unis, là où les États-Unis importent, le Japon, la Corée du Sud, l'UE, les pays en Asie, et donc la Chine à venir, mais le Royaume-Uni, voilà. On sait que nous sommes beaucoup plus dans cet intervalle-là que celui-là, grosso modo. Donc, dans l'hypothèse qui verrait les entreprises répercuter à 100% sur les prix à la consommation. En fait, imaginons que les entreprises préfèrent de rogner leurs marges, parce qu'elles en ont. Il n'y aura même pas ces hausses-là. Mais là, c'est vraiment l'hypothèse la plus pessimiste. Vous avez les entreprises qui répercutent 100% des droits de douane sur les biens à la consommation.
comme on se situe plutôt dans cette zone-là que de cette zone-là, vous voyez que ça te rajoute 0,20 à 0,35. 20 BP, 35. Donc, en gros, là, le corps PCE est à 2,7. Ça le fait remonter à 3. Dans l'hypothèse où toutes les entreprises passent sur les prix à la consommation et les droits de douane, mais elles ne vont pas toutes le faire. Donc, au final, l'impact sur le corps PCE, il va être réduit. Oui, peut-être qu'on va remonter de 2,7 à 3. Et encore, ce serait provisoire. Donc, si la Fed, elle constate que c'est ça, elle pourra enfin baisser les taux. Le problème, c'est que tout ça, là, ça s'applique à partir du mois d'août, et que les chiffres du mois d'août sont publiés à partir de septembre. Donc, le temps, toujours le temps. Voilà, le facteur temps. États-Unis, Europe, Chine. Quel est... Alors, vous avez compris ma dissertation. Je passe un entretien, là, je suis en entretien d'embauche avec vous. Vous êtes mes jurés. Vous avez compris le plan de ma dissertation, dire que le S&P 500 est aussi cher que fin 2021, mais en fait pas vraiment. Il l'est sans l'être. Il l'est parce que la tech l'est. Mais la tech, elle l'est parce qu'elle a des bonnes raisons de l'être. Les autres secteurs ne le sont pas. Donc, là, aussi cher que fin 2021 en apparence, mais en fait, lorsqu'on regarde la structure de cette cherté, ça n'a rien à voir avec fin 2021. Mais jouons le jeu au bout. Imaginons, oui, le S&P 500 est beaucoup trop cher, je veux aller ailleurs. Vous pouvez aller où? Bon, vous avez les marchés européens et le marché chinois. J'ai choisi pour les comparer deux baromètres. Le P.E. de Shiller ou Cap Ratio et le Warren Buffett Indicator. Bon. Qu'en est-il? Tout d'abord, le Warren Buffett Indicator, market cap, capitalisation boursière totale sur le PIB. États-Unis, 213%. Total market cap du marché sur le PIB. Au-delà de 160%, c'est une bulle spéculative, nous dit Warren Buffett. La Chine n'est qu'à 68. Vous allez voir qu'en plus, techniquement parlant, il y a encore de l'upside. Le call sur le marché action chinois, ça fait des mois que je vous le donne. Vous avez vu le graphique depuis des mois? C'est une tendance haussière qui n'est pas verticale, mais ça n'arrête pas de monter par étapes. Impulsion orange, impulsion orange, impulsion orange. Donc on paye dans les ranges et on profite des impulsions. On ne paye pas dans les impulsions, d'accord? Bon. Mais donc, vous voyez que là, il y a un rattrapage énorme. Prenez le marché action européen en moyenne aussi. Regardons maintenant du côté du Cap Ratio, ou P.E. de Shiller. Là, c'est intéressant. Là, vous pouvez vraiment comparer donc la valorisation du marché action US qui est revenu à son record de fin 2021. Il y a quelques semaines de décalage là, mais comment dire, on est là maintenant. L'Europe est ici, la Chine est ici. D'ailleurs, vous voyez que la Chine, la tendance haussière est belle en valo, mais qu'il y a encore du potentiel. Ne serait-ce que pour la Chine, tendre vers l'Europe et simplement pour la Chine, rattraper son propre record de valo de fin 2021. Il y a de l'upside. On y voit clair. On vise les records d'il y a quelques années. Les États-Unis, on est plus proche du haut, de la fin que du début. L'Europe est à mi-chemin. Donc effectivement, sur le plan des fondamentaux, il y a de l'upside pour l'Europe et la Chine. Alors maintenant, qu'en est-il sur le plan technique? Là, on va regarder plusieurs choses. Tout d'abord, je voulais vous rappeler, il y a un biais déjà. Un premier biais, il y a un premier souci. Je vous l'ai montré tout à l'heure, le S&P 500, c'est la tech. Mon raisonnement ici, on va regarder le S&P 500, mais imaginons que la tech ne pèse pas tout ça, ou qu'on retire la tech. Tout le reste, toutes les autres valeurs. Vous allez voir que techniquement, c'est encore jouable sur les autres valeurs, les autres secteurs. Regardez la différence sensible avec l'Europe. Là, c'est les États-Unis. Regardez l'Europe. Le top 10 ne représente que 15% du calcul de l'Eurostoxx 600. Alors que pour Wall Street, c'est 40%. Il y a donc vraiment un biais de déformation du fait du poids de la tech dans le S&P 500. Et on ne retrouve pas ça dans le Stoxx Europe 600. Alors on va regarder justement l'ensemble de ces indices boursiers. Commençons donc par les États-Unis. Les États-Unis, on va regarder le S&P 500, le S&P 500 équipondéré, le Dow Jones et le Russell 2000. Le SP 500, je vous ai fait une vidéo spéciale il y a 2 semaines sur mes objectifs de cours techniques. Un premier a été fait.
Boum, objectif atteint, target reach, point final. Ça peut consolider peut-être un peu, on peut toujours faire un pullback ici, etc., etc. Vous connaissez le topo, j'en dirai pas davantage. Le réservoir des vendeurs se vide petit à petit. Il y a de l'upside d'un point de vue quantitatif. Ok, non, regardez par contre le S&P 500 équipondéré. La tech a la même valeur, même poids que les autres valeurs. On ne fait pas de nouveau record. On est même en starting block sous le record historique. Donc il n'y a pas d'excès en fait encore sur le... Observez le Russell 2000, les small et mid cap US. Nous ne sommes même pas au record de 2021. Et là on fait une sorte de reprise en V. À un moment ou à un autre, si l'économie américaine maintient son rythme de croissance ou si la Fed finit par reprendre ses baisses de taux, il y aura un rattrapage des small et des mid cap. Donc quand je dis que le S&P 500 est cher, je ne dis pas que les actions américaines sont chères, je dis simplement, attention, c'est la tech, mais derrière la tech, il n'y a pas que ça, et là, il n'y a pas d'excès du tout. Regardez là, sous vos yeux, le Russell 2000, il n'y a pas d'excès. Moi, je reste persuadé qu'on finira par revenir par ici, et que ça cassera la hausse. Pas en ligne droite, pas forcément tout de suite, mais il y a de l'upside sur les small et mid cap. Le Dow Jones, il est en starting block, ça fait une espèce d'épaule tête-épaule inversée, peut-être qu'il faut ici qu'on retrace un peu, mais sous son record historique. Donc c'est vraiment le S&P 500 avec la tech qui fait de nouveaux records. Si vous regardez du côté des indices européens, je vais prendre le Stoxx Europe 600. La config technique est belle aussi. Il n'y a pas de surachat en hebdo. On a ici une structure de reprise en V, peut-être même tasse avec anse, ou épaule tête épaule inversée. Si on casse ça, bah, regardez où se situe l'Eurostoxx 50. En starting block sous son record historique. Et moi, je reste persuadé que tôt ou tard, du fait de leur retard de valorisation, les actions européennes finiront par dépasser ce seuil et rattraperont le S&P 500. Ça arrivera d'ici la fin d'année. Prenez le marché action chinois. Prenez le marché action chinois. Prenez le marché action chinois. Par exemple, Shenzhen. Shenzhen. Je vous ai montré tout à l'heure que la valorisation de la Chine était hyper attractive encore, mais d'un point de vue technique, ça aussi c'est attractif. Impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, et puis on voit ce qu'on peut viser. Il y a de la visibilité, il y a de l'upside en pourcentage de 11 000 à 16 000. Donc, moi, si vous voulez, je reste convaincu que déjà, effectivement, si le S&P 500 est aussi cher que de fin 2021, on ne peut pas comparer les choux et les carottes. C'est pas vrai, à part la tech, il y a encore du potentiel sur les small et mid. Et d'autre part, oui, il est encore temps d'entrer de la Chine dans son portefeuille. Oui, les indices européens ont encore du potentiel de rattrapage sur le plan fondamental et sur le plan technique. Voilà. Et je continuerai de faire le suivi de tous ces marchés chaque lundi dans le Top Gun. Merci à toutes et à tous de votre attention et passez une bonne semaine.